Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le lundi 22 juillet et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT qui sera suivie du Focus. La saison carnavalesque a démarré sur les chapeaux de roue et depuis bientôt 3 semaines, comme chaque année, les réseaux sociaux s'emparent de ce grand événement. Les groupes sont passés en revue, félicités ou critiqués par des fins connaisseurs ou de simples curieux, notamment sur le réseau social X, anciennement Twitter. Bien que salué pour sa mélodie entraînante, le groupe emblématique Vim a fait les frais des internautes. Des critiques ont envahi la toile, en particulier sur les costumes des membres, majoritairement féminines, jugés choquants ou indécents. Son président Rudy Benjamin répond à la polémique et s'explique sur la direction artistique du groupe. Non, mais il n'y a pas de polémique. Il y a juste que maintenant il y a Internet et ça ouvre les portes à des choses qui se sont peut-être dites avant, mais il n'y a pas de polémique. Il y a aussi des gens qui ne sont pas qualifiés et ni instruits sur l'histoire du carnaval, qui est une histoire universelle et qui n'est pas seulement de la Guadeloupe. C'est le carnaval vient du Bacchanal. Le Bacchanal, c'était... Il faut que les gens se documentent un peu. C'est ça qu'il y avait d'ailleurs en Italie, dans la vieille Europe. Et après, ça s'est transformé en char, un truc. Mais bon, on ne va pas faire un cours d'histoire. Ce qui est regrettable, c'est que les gens qui devraient encadrer ces polémiques ne sont pas plus documentés, quoi. Le carnaval, c'est ça. C'est un moment d'égarement, on va dire ça. Un moment où pendant 1 mois, 2 mois, on se laisse aller. Et d'ailleurs, les notables avant donnaient des clés de la ville aux carnavaliers. C'était qu'il y avait ce moment à eux, quoi. Après, tout le monde, le lundi matin, on va pas se mettre en string pour aller travailler, hein, c'est clair. Donc la société nous amène à des choses beaucoup plus concrètes. Mais le carnaval, c'est au moment où on se lâche. Et il n'y a pas de polémique à faire. Il faut se documenter. Et puis nous, on continue l'histoire. Hein. Nous, on ne fait que faire ce que les anciens nous ont appris. Mettre un peu plus moderne, avec des couleurs. Voilà, la rythmique a changé, les tambours ont changé. On travaille sur ça. Maintenant, on fait jouer les conques avec l'aide de M. Martial Rancé, qui a fait un travail sur les conques. C'est ça qu'il faut aller regarder. Comment les choses de l'ancien temps reviennent avec d'autres noms. Voilà, la polémique, elle est là. Elle est sur le manque de savoir des gens qui posent des questions, les journalistes qui font le buzz, en fait, ça fait le buzz. Alors maintenant, le buzz pour un journaliste, c'est d'aller sur Internet. Mais Internet, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Mais nous, à Vim, on n'écoute pas ça. Notre réponse, c'est de faire des chansons comme on faisait avant, sous les gens, sous les choses de la société qui nous déplaisent. Là, nous avons chanté une chanson pendant dimanche qui disait que, voilà, sous les réseaux, il y a des choses qui ne sont pas claires, mais c'était notre façon à nous de le dire, c'est tout. Mais effectivement, les réseaux sociaux ne sont pas toujours le reflet de la vraie vie. Pour comprendre cette vague de critiques et savoir si cet avis est partagé de tous, nos reporters sont allés à la rencontre de quelques Guadeloupéens pour recueillir leur avis. Musique, costumes et chansons. Et vous, que pensez-vous du groupe Vim? Les réponses dans ce reportage. Ce que je pense que c'est un délire à la base. Enfin, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport aux réseaux sociaux, etc. Mais je pense que eux, c'est plus un amusement, un délire. C'est pas vraiment... Les gens prennent mot à mot ce qui a été dit. Et je pense que les gens sont là uniquement pour s'amuser, c'est tout. C'est même pas pour... Je pense pas que ça soit dans un autre domaine ce qu'on peut imaginer, tout ce qui est pornographique, tout ce qui est mal élevé, on va dire. Parce que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oui, comme tout le monde. Bon, pour moi, c'est le Wabi, hein, c'est comme ça qu'il veut sortir, il sort. Hein. Bon, je peux rien dire. Hein. Bah, c'est un groupe comme tous les autres groupes. Il n'y a rien à dire. Je ne vois pas pourquoi les gens font un tabou pour ça, je sais pas. Ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, ça ne me choque pas, donc chacun a son avis. J'écoute pas trop moi, donc je vais pas vous mentir, je suis pas très carnaval. Après, je regarde comme tout le monde dans les réseaux sociaux, mais je fais pas trop attention à ce qu'ils disent, donc voilà. C'est pas. En principe, c'est pas bien, mais en principe, c'est leur goût, elle fait ce qu'elle veut.
Ben, ça va penser, comme chaque monde a fait qu'on y veut, mais bon, actuellement, maintenant, ça qui est une l'exception avant, à présent, on va trouver banal. Tout bien devient banalisé. Vous comprenez? Alors que, qui ouvre ça maintenant, ou qui pas ouvre ça, c'est même bien. Ça vient qu'on les fait divers dans le temps. On traite de dire, oh, il y a bon monde qui physique par là, ça c'est exceptionnel, ça c'est rare. Mais à présent, ça banal. Je là, c'est là où les fait, c'est regarder le journal pour qui côté. À présent, ça vient exceptionnel, c'est là où pas attendre ça. Alors, Carnaval, c'est même bien. C'est un groupe, on va dire, qui est très dans la provocation. On va dire ça comme ça. À la limite de la décence, on va dire ça comme ça, quand même. Pourquoi vous dites ça? Ben parce que c'est un groupe quand même qui est assez dénudé. Bon, on sait que les groupes à peau, déjà de base, c'est des groupes dénudés, mais là, c'est vraiment dans la provoque. Enfin, pour moi, c'est mon point de vue. Je trouve qu'ils sont très dans la provocation. La mélodie, la musique, il n'y a rien à dire. 20 sur 20. Mais pour ceux qui ont des paroles et parfois de certaines tenues, ça laisse, il y a beaucoup à dire. Voilà. J'en dirai pas plus parce qu'il est bon d'avoir parfois un langage politiquement correct pour plaire aux gens parce qu'ils veulent entendre que du bon, que du bien. Mais moi, j'ai dit ce que je pensais. Pour certains patients atteints de cancer ou de maladies chroniques, la douleur fait partie de la vie quotidienne. Elle est définie par l'Association internationale pour l'étude de la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes. Au centre hospitalier universitaire s'est tenue une matinée dédiée aux douleurs du cancer et à leur prise en charge non médicamenteuse. L'occasion de sensibiliser les visiteurs à la douleur afin de mieux la comprendre et ceux qui la vivent. Un reportage de Michel Depape et Maëlle Cyril. Effectivement, aujourd'hui, c'est la journée de la douleur et en fait, l'intérêt de notre présence ici, c'est de sensibiliser, d'être dans un moment de partage avec les personnes atteintes du cancer et aussi sensibiliser également l'entourage et même les soignants autour de la douleur. Donc, moi, je suis affectée en tant que référente en soins palliatifs et douleurs, au stand des différentes alternatives non médicamenteuses pour la prise en charge de la douleur. Je ne suis pas venue spécialement pour cette manifestation. C'est que comme je suis venue accompagner quelqu'un à ophtalmologie, et puis j'ai vu qu'il y a du monde, je me suis dit, comme je suis une femme curieuse, alors je me suis dit, il faut que je sache ce qu'il y a là. Et quand on m'a dit que c'est pour la douleur, j'ai été vraiment surprise et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que je me posais des questions, surtout quand on parlait de la douleur à échelle de 1 à 5. Et je disais comment on faisait pour évaluer, puisque si j'ai une douleur, je peux dire c'est 2, c'est 3, mais je voulais savoir vraiment comment ils font pour évaluer. Et j'ai eu ma réponse puisqu'ils m'ont présenté la petite réglette. Et là, je suis satisfaite de la réponse. Les soins palliatifs, ce sont en fait des soins qu'on fait pour des patients qui ont des pathologies chroniques et c'est une prise en charge sur la longue durée. Donc ça peut être des soins curatifs comme aussi des soins de confort. Donc les soins curatifs, ce sera tout ce sera l'ensemble des médications, des médicaments. Et les soins de confort, c'est tout ce qui est un peu des alternatives comme le massage ou encore la musicothérapie et autres. Je pense que si je n'étais pas venue ce matin et j'aurais su qu'il y a eu cette manifestation et que je n'étais pas là, ça m'aurait fait quand même quelque chose puisque ça m'intéresse vraiment. Willkommen in Guadeloupe. C'est sans doute la première phrase qu'ont pu entendre les 15 élèves du lycée Dortmund fraîchement arrivés en Guadeloupe. Ce matin, la section allemande du LGT de Bainbridge a accueilli les correspondants allemands pour leur journée d'intégration sur notre île. Dans le cadre d'un échange scolaire de 10 jours, les lycéens pourront découvrir l'histoire de la Guadeloupe et s'imprégner de la culture en visitant les lieux historiques de notre archipel. Un reportage de Maxime Morel.
Les élèves allemands sont arrivés hier, ils ont été accueillis, nous sommes allés les accueillir à l'aéroport et puis ils sont donc, chaque correspondant est placé chez un correspondant guadeloupéen et qui va à leur tour les accueillir à partir du 13 avril pour un échange sur 10 jours. On apprend une langue justement, c'est pour échanger, c'est pour communiquer et donc c'est hyper important de mettre en œuvre toutes les pratiques linguistiques que l'on apprend en cours et là ils sont dans un bain linguistique et dans un bain culturel qui leur permet de faire des progrès. C'est absolument important pour connaître les différences, pour connaître l'histoire et pour lutter contre l'oubli et pour que cette histoire ne va plus se répéter. C'est aussi un peu notre signe contre le racisme et contre l'indifférence. Et pour ça, c'est notre projet actuel, c'est faire connaître aux élèves aussi de Guadeloupe l'histoire du Shoah et des Stolpersteine en Allemagne. Pour moi, c'est un bon point de façon culturelle, puisqu'on apprend leur culture et ils apprennent aussi la nôtre. Et d'un autre point, ça peut nous permettre aussi d'apprendre une nouvelle langue, à part l'anglais et l'espagnol, parce que option allemand, on ne voit pas ça dans tous les lycées. Et aussi, pour moi, c'est un bon point, puisqu'on rencontre des gens qu'on n'aurait pas forcément croisés dans la rue ou ailleurs. Ce qui compte aussi pour lui, c'est d'apprendre quelque chose sur l'histoire de cette île, de savoir d'où les habitants, comment ils vivaient. On a tout un programme de prévu, et on a un atelier de Groka qui est prévu, une initiation aussi au créole. On va visiter le mémorial Acte. Également, on ira sur Basse-Terre, faire du kayak également à Sainte-Rose pour découvrir la mangrove. Et l'objectif est vraiment de se concentrer sur la thématique du devoir de mémoire. Donc effectivement, on veut vraiment que les élèves soient sensibilisés à leur histoire, que les Guadeloupéens sensibilisent les Allemands à leur histoire et vice-versa. Et on va les emmener au carnaval, puisque c'est la période. Parler de notre culture, le goka, danser avec eux, la rivière, etc. Manger un petit bokit aussi. Bon, donc des crevettes. Et voilà. Et en parlant culture et patrimoine, ce soir nous allons parler donc de la vanille avec notre invité Cédric Coutelier, président de Vanille France et président de l'Association pour la promotion de l'agroforesterie en Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Coutelier. Bonsoir. Alors vous êtes présent aujourd'hui pour nous parler d'un événement qui s'appelle Vanille en nous, un événement qui est dédié aux professionnels mais aussi aux amateurs de la vanille et qui se déroule donc dans le Nord Basse-Terre. C'est ça. Donc c'est la première édition de cet événement, hein, Vanille en nous. Donc on vous mettait en lumière la vanille, je suppose sous ses différentes formes, parce qu'on parle d'agroforesterie, donc c'est aussi la façon dont la vanille est produite, elle est utilisée. Comment vous est venue l'idée de cet événement et pourquoi avoir choisi de mettre en place un séminaire dédié aux professionnels du 24 au 26 janvier ? Alors du coup l'idée nous est venue dans un premier temps d'une collaboration qui dure depuis quelques années entre les producteurs de vanille de Guadeloupe et ceux de la Martinique. Donc on travaille ensemble depuis quelques années et puis à un moment donné il fallait bien que chacun des producteurs vienne voir les autres. Donc jusqu'à présent c'était nous qui allions un peu rendre visite à la Martinique parce qu'on produit un peu plus de vanille à la fois par rapport à l'histoire et puis aujourd'hui. Et puis là, du coup, c'est l'occasion de les inviter. Mais plutôt que d'inviter uniquement nos collègues de Martinique, on en a profité pour inviter tout le monde. Alors dans une moindre mesure, mais en tous les cas, nos collègues de producteurs à la fois de Polynésie, de l'océan Indien, donc Réunion, Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, et puis les Antilles-Guyane, donc Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et puis donc de parler de tout ça, de nos différences, de ce qui nous rassemble et de débattre des problématiques qu'on a en commun malgré l'éloignement. Très bien. Et vous avez également fait le choix d'inclure la population donc, sur cette thématique en du coup mettant en place la fête de la vanille qui se tiendra le 27 janvier 2024 que pourront découvrir les visiteurs sur le site donc l'habitation de la Ramée à Sainte-Rose.
Donc effectivement, donc, la semaine plutôt dédiée aux professionnels, donc la gastronomie et les agriculteurs. Et puis on s'est dit qu'au vu du succès qu'on a sur le séminaire, il fallait absolument qu'on ouvre également une journée plutôt aux particuliers et puis à la population qui souhaite un peu découvrir la vanille ou la redécouvrir. Donc on va parler de la vanille, des différentes vanilles, donc du coup des territoires ultramarins, les différentes variétés. Ce qu'on en fait, donc de la cuisine, mais aussi de la cosmétique, de la parfumerie, les boutures, comment ça pousse, comment on la cultive. Puis comme c'est un samedi et puis on souhaite faire venir le maximum de monde autour de l'événement, on a également des animations pour les enfants avec des pépiniéristes, des colliers de fleurs, de la musique. Bref, on a tout fait pour que ce soit festif et plutôt convivial. Et puis aussi, on a goûté aussi la vanille. On va inaugurer la première bière à la vanille locale avec un brasseur local. Donc on invite l'ensemble de la population à venir découvrir tout ça et puis à nous dire si c'est bon ou pas. Et si c'est pas bon, on l'améliorera. Très bien. Donc c'est un événement gratuit et l'entrée est en libre accès à l'habitation La Ramée. C'est ça. Donc pendant de 9h à 17h, du coup tout le monde pourra venir découvrir tout ça. Très bien. Eh bien, on vous remercie de votre passage sur notre tranche info. Donc, le rendez-vous pour les professionnels est donc du 24 au 26 janvier. Et pour la population, donc vous êtes invités à la fête de la vanille qui se tiendra le 27 janvier 2024. Donc, il s'agira d'un samedi à l'habitation La Ramée à Sainte-Rose. Merci beaucoup, Monsieur Coutelier. Merci également. Qui a dit que la lecture ne rimait pas avec le sport ? Dans le cadre des Nuits de la lecture organisées à l'échelle nationale, la médiathèque du Lamentin a imaginé un large programme d'activités sur le corps et le sport dans la littérature. L'événement Lecture en mouvement a eu un franc succès ce samedi 19 janvier et petits et grands ont pu découvrir la joie de bouger leur corps en lecture et en musique. Découvrez ce reportage. Nous avons, avec la directrice de la médiathèque et le personnel surtout, nous essayons de mettre tout en œuvre pour que les enfants de Lamentin puissent s'intéresser à la lecture. Et c'est pour ça que nous participons ce soir à cette grande nuit de la lecture. Comme le thème de cette année, c'était le corps, en faisant écho aux Jeux olympiques qui sont organisés cette année, nous avons effectivement décidé d'associer la lecture au sport notamment, donc d'où notre thème, en tout cas notre soirée de lecture en mouvement. C'est bien parce que ça se passe dans un lieu propice à la lecture, c'est-à-dire la médiathèque. Donc j'ai tenu à les emmener. On a eu l'information via l'école. Et c'est aussi les initier, les encourager à la lecture. Et là aussi au sport, visiblement, parce que c'est couplé au sport. Proposer donc une programmation qui soit ludique, qui soit attractive, en intégrant effectivement donc les auteurs, des textes, des lectures à des animations de manière à ce qu'un public qui n'est pas forcément qui est éloigné ou qui n'est pas forcément enclin à lire ait envie en fait, passe un bon moment et ait envie de revenir. Même si le numérique a tendance, je dirais bien, à prendre le dessus, mais nous tenons à ce que le livre reste un élément majeur au sein des familles et accompagne les enfants tout au long de leur parcours de vie. Nous avons nos premiers créneaux qui étaient complets sur certaines activités comme par exemple l'Olympiade littéraire, le Fitness Slam, le breakdance démo. Depuis tout à l'heure, ça ne désemplit pas pour les inscriptions en jeunesse et nous espérons accueillir autant de monde que les années précédentes où nous avions entre 300 et 400 personnes pour nos précédentes éditions de la Nuit de la lecture. Clap de fin pour le tournoi de tennis international féminin de Petit-Bourg. La 9e édition s'est terminée ce dimanche 21 janvier par une finale pleine de rebondissements entre une tenniswoman suédoise et une américaine. Nos joueuses locales n'ont quant à elles pas démérité en affrontant les meilleures de leur discipline. Jean-Philippe Danican, directeur du tournoi, espère pouvoir un jour les emmener à l'international. Reportage. Nous sommes à la 9e édition de ce tournoi qui est bien installé maintenant dans le paysage guadeloupéen et même dans le paysage mondial puisque on est en relation directe avec la Fédération internationale de tennis, avec la Fédération française de tennis.
Donc voilà, notre tournoi est bien connu. Je peux dire qu'il jouit également d'une belle cote, puisque cette année, tous nos tableaux étaient remplis. Il n'y avait plus de place. Il y a des joueuses qui sont venues et qui n'ont pas pu jouer. Voilà, qui ont payé un billet d'avion, qui ont payé une chambre d'hôtel et qui sont restés 3-4 jours à attendre des désistements et qui malheureusement n'ont pas pu jouer. Alors je crois que cette année, nous avons vécu un très beau tournoi. Depuis le tableau de qualification jusqu'au tableau final, de très beaux matchs. Et aujourd'hui, pour la finale entre une Suédoise et une Allemande, là aussi, nous avons un super match. Donc, c'est dire effectivement que ce tournoi continue à prendre de l'ampleur. Hein. Nous en sommes à la 9e édition et c'est avec beaucoup de plaisir que la ville de Petit-Bourg, avec le Tie Break Tennis Club, l'organise chaque année. You know, I did my best. I think she changed her tactic a little bit. I think she played a little better and she earned it. So. Un peu fatiguée d'une semaine assez longue et c'est juste qu'elle a changé son jeu, elle a changé sa tactique et c'est venu comme ça, elle a augmenté son niveau de jeu, c'était plus compliqué de la jouer et donc du coup voilà, le résultat il est là. I think my fight experience and that I just tried all the time and I had variation in my game. I think that was the key to win today. Son esprit combatif et le fait qu'elle ait varié son jeu, et ça a été ses deux atouts pour gagner ce soir. Nous avons nos joueuses locales, ce sont des jeunes qui s'entraînent localement, qui s'entraînent ici, et pour qui c'était une découverte en fait, de ce niveau. Elles ont eu droit à des invitations au tableau de qualification. Elles se sont bien battues. Pour exemple, Audrey Moutama a failli prendre un set à Emma Lenné, la finaliste de l'an dernier. Donc tout ça est très encourageant. Et ça ouvre à mon sens des perspectives. Il va vraiment falloir qu'on permette à ces filles d'aller plus loin. Il faut pouvoir proposer un projet qui serait financé, qui serait cohérent, afin de les accompagner à l'étranger, parce qu'il faut sortir. À l'issue de cette finale, la Suédoise Fanny Åslund a remporté le prix de 25 000 € promis à la vainqueur de cette 9e édition. La voile traditionnelle était aussi à l'honneur avec le Challenge à Pillé à Petit-Bourg. Ce dimanche, la nouvelle édition du Challenge à Pillé a réuni plusieurs centaines de compétiteurs. Les amateurs de voile traditionnelle ont pu assister à 2 courses très attendues. Pour les organisateurs et les participants, c'est l'occasion de mettre à l'honneur ce sport et de séduire un nouveau public. Un reportage de Nicolas Le Sieur. Aujourd'hui, c'est la première édition du Challenge appuyé qui compose 30 bateaux et qui vaut à 300 personnes. Ça se passe très bien. Donc, nous avons fait un super tour sur le bateau. Et puis, il y a beaucoup de personnes. Et puis, nous allons continuer jusqu'à 13h30. On retrouve les copains. On s'entraîne quand même toujours avec eux, donc les week-ends, mais on n'est pas tout le monde, il n'y a pas toute la flotte. Et là, c'est vrai que c'est l'occasion de revoir tout le monde. C'est toujours convivial et ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on a 2 courses. La première se déroule bien pour nous. On prend un départ pas mal. Au bord de près, on ne fait pas trop de bêtises. On passe un à la bouée au vent, ce qui est une bonne position pour le premier bord de vent arrière. On se bataille avec Marc et Hugo. À la bouée sous on est encore premier. Bord de travers, tout le monde se suit, normal. Le deuxième, pareil. Un deuxième bord de près, là, ça commence à attaquer dans tous les sens. Bon, on perd pas trop notre tête, on réussit à garder notre sang-froid, on reste premier. On passe la ligne d'arrivée en premier, donc la course commence bien pas moi. Il y a de belles batailles, les équipages, tout le monde progresse et tout le monde avance dans le bon sens et ça continue et de plus en plus on va voir tous les autres équipages arriver devant. Donc le travail se fait, il faut être patient, mais on n'est pas tout le temps premier. L'important sur les courses aussi courtes, en fait, c'est de prendre un bon départ pour être dégagé, avoir le choix des options. Et à partir de là, normalement, ça fonctionne. Même si on ne gagne pas, on fait un top 3, top 5, ça facilite le job. Franchement, la mairie de Petit-Bourg joue très bien le jeu avec nous. Et ça fait plaisir parce que le public est là, le public est présent. Et il y a du monde, il y a des spectateurs. Et comme on le dit toujours, il faut se battre pour faire avancer la voile traditionnelle. Parce que c'est un super sport et il faut ramener le Guadeloupéen, il faut ramener tout le monde sur le côté maritime, et parce qu'on est quand même entouré d'eau.
Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Le JT revient demain à 18h30 et tout de suite on se retrouve pour un focus spécial carnaval. À tout de suite.